2025, c'est de l'excellence, une meilleure productivité. C'était le 346e employé, je crois, et vous êtes aujourd'hui un peu plus de 700. Qu'est-ce qu'un call parfait ? On sourit, on demande comment ça va, on ice break, on donne du contexte si on en a, des leads plus chauds, des leads plus qualifiés. Moi, dans un monde idéal, j'aimerais que mes SDR, ils sachent pourquoi ils appellent chacun des prospects qu'ils appellent. Bien sûr. Et ça, c'est mon premier levier de productivité. Oui, c'est dense et je me dis, est-ce que je veux donner tous mes tips ? Évidemment, je suis là pour ça, donc je vais le faire. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Vous pouvez aussi nous suggérer des invités là-bas ou sur LinkedIn. Mais passons au plus important. Aujourd'hui, pour ce 14e épisode de notre 7e saison, j'ai le plaisir de recevoir Damien Borona, Sales Development Director de Payfit. Je suis très heureux de recevoir Damien qui, vous le verrez, a occupé beaucoup de fonctions commerciales différentes avec des missions et des clients tout aussi variés et qui va donc pouvoir nous donner plein de bons conseils. Mais avant de l'accueillir, comme d'habitude, je vais d'abord vous parler un petit peu de Payfit. Je ne pense pas que la majorité d'entre vous l'ignore. Payfit, c'est l'un des fleurons de la French Tech française. Fondé en 2015, ils ont déjà levé, tenez-vous bien, 434 millions d'euros, une somme impressionnante à l'image de leurs résultats. 18 000 clients en Europe, 250 000 employés qui utilisent leurs solutions tous les mois. Donc, pour bénéficier de tous les meilleurs conseils de Damien à travers ses différentes expériences, et surtout celles qu'il a connues chez Payfit, je lui ai préparé les questions suivantes. D'abord, on va parler de structurer une organisation commerciale en hypercroissance, avec cette question principale suivante: comment est-ce que vous avez optimisé vos cycles de vente et organisé vos équipes pour accompagner la croissance de Payfit ? Ensuite, on parlera recrutement, formation et évolution des commerciaux. Je vais demander à Damien quel levier est-ce qu'ils utilisent pour attirer, former et fidéliser les meilleurs talents en vente. Et on parlera aussi d'outils et de productivité commerciale. Et je demanderai à Damien comment est-ce qu'ils maximisent le temps que les commerciaux peuvent passer avec leurs prospects. Voilà, c'est un bien beau programme comme d'habitude, mais pour commencer, je suis ravi d'accueillir Damien. Comment vas-tu et comment va Payfit ? Eh ben écoute, merci de m'accueillir déjà, ça va bien. Et pour Payfit, ça va aussi. Tu vois, depuis la création de la société, on a toujours comme ambition d'accueillir des millions, de servir des millions d'employés de TPE-PME en Europe. Pour ça, on a entamé une grosse transformation en 2023. Cette transformation, elle nous met sur des super rails pour réussir cette ambition, et on a une croissance autour de 20%, donc ça va bien, on est content. Au moment où notre épisode va sortir, on sera déjà, je crois, début avril. Mais nous, quand on enregistre, c'est encore un petit peu au début de l'année. Maintenant, ça ne se fait plus de dire bonne année, je crois. On est passé en février. Mais j'ai quand même l'opportunité de te demander quels étaient les succès de l'année 2024, peut-être, et les priorités de ton année 2025. C'est une question impromptue, mais voilà, je te la balance. Ok. Les succès de 2024, c'est cette transformation dont je parlais. Elle porte déjà ses fruits. Ouais, elle porte déjà ses fruits. Ça a été quelque chose d'important chez Payfit. Sur l'année 2024, côté commercial, on a aussi continué à se structurer, continué à avancer, à toujours essayer de chercher à s'améliorer, à être plus productif. Et c'est un peu la mouvance qu'on va avoir sur 2025. 2025, c'est de l'excellence, une meilleure productivité, et comment on peut mettre en place, j'imagine qu'on va en discuter, enfin je sais qu'on va en discuter, mais quels outils on met en place, comment on utilise l'IA aujourd'hui, et pour nos clients et pour nos équipes en interne pour être plus productifs. Tu as déjà vu du coup quelques résultats de cette productivité en 2024, et l'idée c'est de consolider et de continuer sur cette bonne lancée en 2025. Exactement. Donc on va tirer un peu toutes les meilleures pratiques de ces résultats que vous avez pu avoir notamment en 2024 et depuis cette grande réorganisation stratégique de 2023 dont tu parlais. Tu as bientôt 15 ans de carrière dans la vente, mais on va remonter un peu le temps. Comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Je crois que tu as 2 expériences, j'ai failli dire que 2, mais en fait c'est hyper satisfaisant comme d'avoir 2 expériences, parce que je l'ai dit en intro, pu occuper plein de missions différentes dans chacune de ces expériences. T'as Lenovo et Payfit. Est-ce que c'est avec Lenovo que t'es tombé dans la vente ? Ouais, c'est ça. En fait, à ma sortie d'études, je devais trouver un stage de fin d'études. J'étais un peu geek à l'époque, je voulais travailler dans les nouvelles technologies, c'est tout ce que je savais. Et puis bon, j'aime bien parler, j'aime bien convaincre depuis à peu près toujours.
Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait chez Lenovo et qui m'a mis en contact pour trouver un stage de fin d'études. Dès que j'ai rejoint l'aventure, je suis tombé amoureux de la vente. C'était quoi le stage qui t'a mis à la vente en lui-même ? C'était un stage chez Lenovo que j'ai converti en premier CDI en tant qu'Inside Sales représentative dans la division Global Account. Donc la mission, c'était Inside Sales. Exactement. Okay. Et tu as connu beaucoup de positions commerciales différentes aussi chez Lenovo. Donc tu le disais, Inside Sales, Global Account Manager, Eastern Sales Development et même chef de projet international. Je crois d'ailleurs que tu as été un peu en Argentine, si je me souviens bien, avec Lenovo. Laquelle de ces expériences, en fait, t'as le plus plu, t'as le plus appris ? Reviens un petit peu sur ces premières années, cette première expérience super étoffée en plus. Je distingue celle qui m'a le plus plu et celle où j'ai le plus appris. Okay. Celle qui m'a le plus plu, je dirais, c'est quand j'ai vraiment commencé à être account manager, à avoir mon propre territoire. Je trouve que ça a quelque chose d'un peu... moi, j'ai trouvé ça un peu magique quand j'ai commencé à avoir mes propres clients, que je gérais comme je voulais, avoir mon propre territoire pour pouvoir le développer. Il faut savoir, quand tu es Inside Sales, tu bosses en binôme avec un Global Account Manager, donc tu as quand même la latitude, mais c'est un peu différent. Et celle où j'ai le plus appris, en fait, pour moi, c'est essentiel d'apprendre dans chacune de mes expériences, sinon on ne grandit pas, on n'évolue pas, on n'innove pas. Donc, heureusement, j'ai appris dans chacune de mes expériences chez Lenovo. Mais celle où j'ai le plus appris, je dirais, c'est quand j'étais Inside Sales, sur la partie acquisition de nouveaux clients. Et vraiment, j'ai découvert la complexité de la vente et les enjeux que ça pouvait représenter. C'est ça qui me plaît beaucoup, même si je vais arrêter de trop me répéter, mais c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans ton parcours et qui me fait plaisir, c'est que tu as fait à la fois beaucoup de ventes inbound ou de la gestion de compte, mais tu as aussi fait énormément, on va en parler, et c'est l'un des sujets les plus intéressants à mon sens de notre interview, beaucoup d'outbound. Je vais continuer sur ton parcours parce qu'on a une autre question régulière sur cette émission, c'est la plus belle vente. Est-ce que tu peux nous la raconter ou pas forcément la plus belle en termes évidemment de volume, mais peut-être une qui a été importante à tes yeux? C'est une super question, je trouve, parce que j'avais jamais pris le recul pour me la poser. J'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à une vente quand j'étais account manager chez Lenovo. C'est un gros renewal qu'on avait, donc un gros renouvellement de contrat, chez un assureur pour plusieurs millions. On n'était pas en super posture et au final on arrive à faire la vente et à re-signer le contrat. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant et très satisfaisant. Mais vraiment, celles qui m'ont le plus plu, c'est celles qu'on a réussi à faire avec mon équipe quand j'étais sales manager chez PayFit. Celles qui sont les derniers jours du mois, les derniers jours du quarter, qui permettent à un des membres de mon équipe de réaliser sa target ou de passer un palier d'overachievement, enfin de surperformance. Et c'est vraiment celle-là qui me marque le plus, qui me plaise le plus. Je te remercie parce que tu traduis parfaitement juste après, et c'est important, donc merci beaucoup. Et c'est amusant parce que souvent, quand on parle de sa plus belle vente, je trouve que les gens ont tendance à ramener ça à des projets d'équipe. C'est pas forcément celle qu'on a conclue en solo, c'est celle où on a emmené toute une équipe pour conclure quelque chose. Donc je note aussi ce point commun dans ce que tu racontais. Et en parlant justement de vente, où on a besoin d'amener des équipes, les ventes où il y a des gros projets et on a besoin d'aide, ça me fait penser à la vente grand compte que tu as pratiquée chez Lenovo. Quelles sont tes meilleures pratiques en la matière? Il y a des gens qui écrivent des livres sur la question que tu me poses. Donc, ils font même des épisodes de podcast dédiés. Exactement, donc c'est assez compliqué de résumer. Si j'essaye de sortir quelques éléments, je dirais que le premier élément auquel je pense, c'est de vraiment mapper, donc faire une espèce de cartographie du compte que tu vas travailler. Surtout sur du très grand compte, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de business units, donc d'équipes, beaucoup de décideurs, beaucoup d'acteurs dans la vente que tu vas avoir, et il faut vraiment comprendre quelle est la place de chacun, quel rôle il va jouer dans tout le cycle que tu vas avoir. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle le mapping, enfin ce qu'on appelle tous le mapping. Ensuite, je pense que ça va être hyper important de comprendre les enjeux et les besoins de chacun pour justement savoir s'adapter, les identifier
et pouvoir tout de suite proposer une solution à ces enjeux et aux besoins de chacune des équipes que tu as rencontrées et que tu as identifiées. Ou des interlocuteurs, grosso modo. Exactement, donc ça va être ou un enjeu d'équipe ou un enjeu d'interlocuteur. C'est ça. Genre pas forcément le ROI global pour votre entreprise, mais comment est-ce que toi ça va t'aider dans ton poste si tu prends ma solution, grosso modo? Exactement, quand on pousse de la valeur, pour moi souvent on dit oui, il faut amener de la valeur à l'entreprise, mais il y a, dans plein de concepts de vente, il y a la notion de champion, et pour établir un vrai champion, pour moi il faut aussi trouver comment on va sortir ou enlever une épine du pied à la personne à qui tu t'adresses. Pour qu'elle se fasse vraiment cet ambassadeur, on en parlait avec mon invité de Cisco dans le dernier épisode, et il disait tu dois le coacher comme si c'était lui ton boxeur qui allait rentrer sur le ring, grosso modo. Est-ce que tu as un acronyme de méthode de vente, MEDIC, SONCAS, BANT ou je sais pas quoi, que tu essaies d'appliquer pour par exemple cartographier tes interlocuteurs? Est-ce que tu as une certaine matrice pour ça ou pas? J'aime bien le MEDIC. Alors, okay. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles choses et j'ai lu encore des articles passionnants sur des nouvelles méthodologies, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours s'intéresser, voir ce qui se fait, voir comment on s'améliore, comment on s'adapte aussi au marché, aux interlocuteurs qui, eux, changent en permanence. Mais j'aime bien le MEDIC parce qu'il y a quand même toute cette notion autour de la décision, des décisionnaires, des critères qui sont pour moi essentiels pour réussir une vente et pour être bien dans un cycle un peu complexe. Ouais, c'est assez exhaustif pour couvrir un petit peu toutes les éventualités, assez aligné avec toi. On va parler maintenant de l'évolution de PayFit depuis ton arrivée en 2019. Notamment, ça peut faire un peu le point avec ce qu'on se disait sur les grands comptes et le fait d'adresser les grands comptes. Mais je vais revenir à ton évolution chez PayFit. Tu m'as donné cette info en préparation d'interview. Tu étais le 346e employé, je crois. Et vous êtes aujourd'hui un peu plus de 700. Comment est-ce que votre proposition de valeur a évolué, et notamment votre cible de marché? Alors, on est et on restera, je pense, toujours un outil de paye avant tout. Et c'est ce que j'ai vu quand je suis arrivé chez PayFit. Ce que j'ai vu aussi, c'est à quel point on a su développer notre proposition de valeur sur tous les blocs SIRH pour justement toujours servir mieux nos clients et le marché. Donc notre proposition de valeur, elle a énormément évolué sur le SIRH. Elle a aussi énormément évolué sur la paye, dans notre capacité à accompagner des gens qui ne connaissent absolument pas la paye à utiliser notre outil. Plus récemment, on a intégré l'intelligence artificielle à notre produit, autant pour les utilisateurs que pour les administrateurs de notre plateforme. Le but étant de toujours rendre les choses plus simples et plus efficaces. Si on peut revenir sur l'intelligence artificielle, je me demandais comment est-ce que vous l'avez intégré à vos solutions. Comme ça, on peut peut-être parler un peu plus d'exemples pratiques liés à votre proposition de valeur. Comment est-ce que c'est intégré à PayFit aujourd'hui, l'IA? C'est ce qu'on appelle PayFit Copilot. Ça va se présenter un peu comme un chat, mais qui est surentraîné par rapport à la paye, à ce qu'elle représente sur le marché français ou sur le marché européen, par rapport à notre plateforme en tant que telle, pour pouvoir apporter des réponses à des questions en permanence à nos utilisateurs. Et ça va être personnalisé en fonction des utilisateurs à chaque fois? En fonction des utilisateurs et en fonction de ses spécificités. Et de leurs questions. Je crois que vous avez développé un langage informatique qui vous est propre justement pour intégrer la réglementation de manière personnalisée et qualitative à votre solution. C'est vrai ou pas? Oui, c'est ça. Ça s'appelle le Jetlang. Ouais, j'ai vu ça sur votre Wikipédia. C'est rare de pouvoir chercher ces infos sur Wikipédia, mais vous êtes une de ces entreprises dont on peut trouver des infos sur Wikipédia, donc c'était assez pratique. Est-ce que du coup c'est en lien avec ça que vous êtes capable de proposer des réponses personnalisées quand il y a des prompts sur l'IA? Honnêtement, techniquement, je ne saurais pas répondre à ta question. En revanche, je sais que le Jetlang est là pour justement s'adapter le plus vite possible aux changements qu'il y a dans la réglementation, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. J'espère que je me ferai pas tirer les oreilles par mon équipe technique si je dis des bêtises. Ils auront le temps d'écouter ce podcast. En revanche, oui, l'IA est vraiment adaptée. On l'a vraiment entraîné à notre produit, à ses spécificités et aux spécificités de la paie. Magnifique. Comment ont évolué tes missions chez PayFit? Parce que tu as occupé pas mal de jobs aussi, de rôles différents. Et ensuite, j'ai une question très compliquée qui va être de revenir un peu sur les enseignements concrets que tu as appris sur chaque mission. Mais d'abord, faisons un petit peu un point de vue macro, pas exhaustif, sur tous les rôles que tu as pu occuper depuis 2019. Si tu pouvais revenir sur ça. Oui, bien sûr. Je suis arrivé chez PayFit en tant que SDR manager. Donc, je gérais directement des SDR outbound. Donc qui démarche pour tout ce qui va être lead sortant, prospection, voilà, ouais. Prospection, etc. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de prendre une équipe d'account exécutif. Donc, je suis passé sales manager. J'ai fait aussi ça pendant 2 ans. On adressait le marché, toujours sur des deals qui venaient des SDR outbound. Okay. Donc, j'ai pas traité l'inbound chez PayFit.
Et j'ai eu ce poste de SDR Director aujourd'hui depuis novembre 2023. Dans notre zone 2 de ce podcast, ce que j'appelle un peu la zone de génie où on va vraiment ouvrir le capot de ta machine de vente, on va revenir sur le nombre de collaborateurs que tu as, comment est-ce que vous êtes organisé, etc. Mais j'ai envie de poser cette question que je disais difficile un peu avant, sur les enseignements concrets que tu as pu apprendre de chaque mission, c'est-à-dire SDR Manager, BDR Manager et Sales Manager. Si tu peux nous donner un petit peu la secret sauce, allez, c'est à mon tour de faire des anglicismes, la secret sauce, la bonne pratique que tu as pu tirer de chacun de ces jobs. De ces jobs. Ok. Sur la partie SDR Manager, ça a été ma première expérience managériale. Et j'ai l'impression qu'on est très nombreux à se sentir prêt à manager, mais on ne sait pas faire tant qu'on n'y est pas. Donc j'ai vraiment appris ça, l'adaptabilité, la posture à avoir avec une équipe, c'est vraiment mon premier learning et c'est ce qui m'a amené cette passion. Enfin, j'ai rajouté une passion. J'avais déjà une passion pour la tech, une passion pour la vente et maintenant j'ai une passion pour le management. Donc je suis très heureux dans le poste que j'occupe et que j'ai occupé. Donc c'est vraiment SDR Manager, c'est les bases du management. Sur la partie BDR, alors chaque entreprise a ses noms BDR, SDR, ça ne correspond pas à la même chose. Partie BDR, en fait, donc j'avais toujours des SDR, mais qui adressaient des comptes plus gros. Okay. Et on a monté, en fait, une business unit à cette époque. Donc là, j'ai vraiment appris la partie plus gestion de projet, en parallèle du management de profil un peu plus senior. Okay. Comment on va articuler les discussions avec d'autres équipes au sein de Payfit pour se structurer et amener de l'efficacité. C'était pas des réponses à des appels d'offres, mais des choses quand même un peu plus conséquentes. Quand tu parlais de prospection, il fallait encore mieux personnaliser l'approche. C'est pour ça que tu dis ça ? Exactement. Okay. Exactement. Et sur la partie sales management, là, ça a été aussi de m'adapter à la vente, entre guillemets, la vraie vente sur du SMB, puisque en SDR on vend du temps et on vend une démonstration, en sales les accounts exécutifs vont jusqu'au closing, et donc là ça a été beaucoup d'adaptabilité sur qu'est-ce que je pouvais tirer de mes expériences passées en tant que sur du grand compte et m'adapter avec mes équipes d'accounts exécutifs et en plus manager des profils un peu plus seniors. Et ça m'a un peu... À chaque fois, monter un petit peu en gamme finalement et en seniorité sur tes collaborateurs. J'ai improvisé une nouvelle question parce qu'il y a quelque chose que tu me disais qui m'intéressait, c'est t'avais jamais managé avant, etc. Et il y a un thème que j'aime bien évoquer dans ce podcast, ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'en a pas parlé sur Vive la Vente, c'est est-ce qu'un bon commercial fait forcément un bon manager ? Pour moi, la réponse est non. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'as pris un poste de manager ? Comme c'est une question totalement improvisée, je vais essayer de te donner une piste. Moi, il y a un truc qui me frappe quand je reçois des gens qui étaient de très bons commerciaux et qui deviennent managers, c'est la gestion du temps. Parfois, ça peut devenir compliqué de du coup apprendre à vraiment rentabiliser les interactions qu'on peut avoir à la fois avec les équipes et celles qu'on doit avoir avec les clients. Comment est-ce que t'as géré ça ? Alors c'est pas cette partie-là qui m'a le plus surpris, mais la gestion du temps est effectivement un enjeu. Après ça, j'ai pu le développer dans mon expérience de project manager quand justement j'étais en Argentine chez Lenovo, où il y a tellement de choses à gérer, tellement d'interlocuteurs qu'on est obligé d'avoir une rigueur assez conséquente dans sa façon de travailler pour gérer le temps. Ce qui m'a le plus bougé, c'est en tant que manager, c'est vraiment de se dire que tout le monde ne travaille pas comme soi. Et comment on s'adapte pour pouvoir aider les gens à se développer même s'ils n'ont pas les mêmes forces ou les mêmes axes d'amélioration que soi. Je te donne un exemple très concret. J'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas du tout organisés, alors que j'ai tendance à être un peu... trop organisé presque, ouais. On va dire on l'est jamais trop, mais moi... Exactement la phrase que moi je dis, absolument. Je l'étais trop, oui, je le suis trop peut-être, mais des gens qui ne le sont pas du tout et qui pour autant sont à jour sur leurs tâches, arrivent toujours à tout retrouver et sont très performants. Donc c'est comment moi je m'adapte et comment j'adapte mon coaching pour aider ces gens à grandir. Alors qu'ils sont très différents de moi. Et comment faire en sorte aussi qu'ils donnent de la visibilité sur ce qu'ils font alors que la plupart de leur prise d'informations peut-être se passe dans leur tête, donc besoin de partager un peu. Temps 2 de cet épisode, on va maintenant revenir au présent et se faire le plaisir d'ouvrir le capot de ta machine de vente. Tu l'as dit, tu es désormais Sales Development Director, alors comment est-ce que vos équipes de vente sont-elles organisées désormais ? Ok, on va essayer vue macro. de tout reprendre. On a une équipe qui va adresser tout ce qui est les tout petits business, donc very small business, entre 1 et 10, et qui vont accompagner nos prospects sur la partie auto-signature.
self-onboarding, on appelle ça, mais c'est comment ils vont devenir clients un peu seuls, mais on a décidé de mettre quand même une équipe pour les accompagner. Ensuite, on adresse la partie SMB, donc Small et Medium Business, entre 10 et 100. On s'est adressé un peu plus, mais notre cœur de cible, il est entre 10 et 100 employés. Et là, on est divisé en 2 segments, l'outbound, et c'est ce que je fais avec mes SDR, et l'inbound, où il y a un SDR, un AE, tout le reste de l'équipe se trouve sur le segment outbound. Ok. Ensuite, on a une équipe qu'on appelle SAM, donc Sales Account Manager, qui va développer notre portefeuille de clients. Et pour finir, on va avoir une équipe partnership qu'on est en train de construire. Partnership, c'est l'équipe qui gère des partenariats avec d'autres entreprises, comme par exemple Bénéfice, avec qui vous avez un partenariat. Exactement. Ok, très clair. Toi, ton scope, ton nombre de collaborateurs, quel est-il ? J'ai 5 managers au total pour entre 35 et 40 SDR. Magnifique. Qui sont vos ICP désormais ? On l'a dit, il y a eu un peu un repositionnement stratégique sur plutôt les 1 à 100 employés, plutôt qu'avant les 100 à 500, même si j'imagine que vous avez toujours des clients dans cette diagonale-là. Bien sûr. On sait accompagner les clients de plus de 100, mais on veut s'assurer qu'on saura bien le faire. Pour nous, c'est très important. Notre ICP, il est entre 1 et 100 employés. Et après, on a un certain nombre de conventions collectives qu'on sait très bien adresser. C'est comme ça qu'on va définir qui on peut adresser. Il y a tellement de conventions collectives et de spécificités qu'on ne les adresse pas toutes. Donc, on va voir celles qu'on adresse bien et c'est celle-là qu'on va accompagner. C'est ça qui fait un peu la différence. Je comprends. Et qui sont les personnels que vous avez l'habitude de contacter ? Est-ce que c'est les DRH, par exemple ? Est-ce que c'est plutôt les directeurs financiers ? Ça va beaucoup dépendre de la taille d'entreprise qu'on va adresser. Souvent, et justement c'est là où on a une énorme proposition de valeur, on va adresser des CEO, des jeunes créateurs d'entreprises ou des CEO qui aujourd'hui gèrent ces sujets-là, pour leur enlever cette épine du pied, pour les aider à gérer la paye et les ressources humaines. Et ensuite on va adresser DRH, directeurs financiers et CEO. Ok. Là, quand tu me parles de vos personnels, je pense que tu me parles de gens qui sont particulièrement sollicités, que ce soit les DAF ou des RH. C'est quoi les objections courantes que vous pouvez rencontrer ? Parce que j'aurais tendance à croire que, étant créé en 2015, à l'époque, c'était un peu plus le statu quo, le pas comprendre que PayFit, c'est quelque chose qui va simplifier, entre guillemets, la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence plus tenace ? Est-ce que c'est des notaires, tu vois ? Quelles sont les objections courantes ? L'objection, elle est hyper simple, l'objection courante de chez PayFit, et c'est ce qui rend aussi, c'est ce qui donne pas mal de complexité à nos cycles de vente. C'est l'objection principale, c'est j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Parce que toutes les entreprises qu'on adresse, elles ont déjà quelque chose. Elles payent déjà leurs employés. Quelque chose ou quelqu'un pour gérer la paye. Et donc on dit ok, déjà c'est une bonne nouvelle que vous payez vos employés. Donc c'est l'objection principale, c'est essayer de comprendre comment ils fonctionnent, où se trouvent leurs difficultés, parce qu'aujourd'hui il y a des difficultés pour les entreprises dans leur gestion de la paye et l'administration de leur personnel. Donc c'est d'essayer de trouver où se trouvent leurs difficultés et comment on va pouvoir les aider, les accompagner. On parle chez Up2 de RONI, le Return on Non-Investment, ou de ROI, le Return on Investment. C'est des choses que vous mettez en avant. Vous faites gagner de l'argent parce que vous faites gagner du temps aux clients que vous adressez. Ouais, exactement. C'est là où se trouve toute notre valeur. C'est ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs, que ce soit DAF, DRH, CEO, puissent se consacrer sur des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée pour eux. Et on considère que nous, on peut les accompagner sur l'administration du personnel et sur la paye. Vous utilisez donc des exemples, des use cases, comme on dit beaucoup, j'imagine pour leur prouver que vous êtes efficace, rentable, utile. Et comment est-ce que vous avez peut-être éventuellement scindé les use cases ? Est-ce que vous en avez pour les entreprises de moins de 10 employés, de moins de 30, de moins de 50 ? Comment est-ce que ça fonctionne ? On s'adapte surtout quand on veut présenter un use case. Déjà, on a beaucoup de témoignages de clients qu'on peut partager, mais on se concentre surtout sur la façon qu'ils ont de travailler à date. On essaye de venir avec une vraie expertise en comprenant qu'aujourd'hui vous travaillez peut-être avec un expert comptable ou avec tel ou tel logiciel, comment vous faites ça, pour ensuite pouvoir se positionner en face et leur expliquer comment on va fonctionner et comment on va pouvoir leur apporter de la valeur. Ok, donc c'est plutôt en fonction de ce qu'ils font aujourd'hui. Tiens, on avait des gens qui faisaient pareil et regardez ce qu'on a réussi à faire pour eux, quoi. Exactement, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des entreprises de 80 employés qui sont moins avancées dans leur processus de gestion des ressources humaines et
de paye une jeune entreprise de 15 personnes. Donc on préfère vraiment comprendre le fonctionnement actuel pour pouvoir s'adapter. Je comprends, ça dépend vraiment de l'existant. On a parlé un petit peu de l'inbound. J'imagine qu'il y en a sur un peu tous les segments, toutes les cibles marché, que ce soit moins de 10 ou plus de 10 employés. Mais comme beaucoup d'entreprises, vous avez décidé d'automatiser au maximum pour ce qui est de moins de 10 employés. Tu le disais, un self-onboarding, je crois que c'était ça l'expression. Comment est-ce que vous gérez grosso modo l'inbound ? Pas que moins de 10 employés, mais sur tous les segments. Comment on gère l'inbound ? C'est moins ta spécialité, mais comme ça on le traite et... Exactement, c'est moins ma spécialité, parce qu'en plus j'adore l'outbound, mais on a un SDR qui va traiter tout l'entrant, qui va s'assurer qu'on répond aux spécificités, qu'on est qu'on est le bon acteur pour répondre aux enjeux et aux besoins du prospect qui nous contacte. Une fois que ça c'est fait, il passe la balle à un account exécutif qui va s'occuper de faire une démonstration, continuer ce travail de qualification, de proposition de valeur pour aller jusqu'à la signature. Donc ça c'est vraiment pour le 10 à 100. Et pour le VSB, comme je te le disais, il y a toute une équipe qui va aider justement les petits entrepreneurs à se construire, répondre aux enjeux et les aider aussi à s'onboarder. Dernière question un peu organisationnelle, vous avez aussi une équipe de Sales Enablement, c'est très intéressant et important aujourd'hui. Comment est-ce que c'est organisé chez vous ? On parlait par exemple des témoignages tout à l'heure, est-ce que c'est une équipe qui du coup essaye de pousser ce genre de contenu vers les commerciaux pour les rendre d'autant plus efficaces ? C'est ce que j'aime chez Payfit, c'est qu'on est quand même très bien organisé. Donc toute la partie témoignage, elle est plutôt gérée côté marketing, content marketing. L'équipe Enablement, c'est une équipe qui est très très importante et qui appartient au pôle Sales, au même titre que l'équipe Sales Ops qui est essentielle pour la gestion du quotidien et tout ça, ouais. Et pour plein de choses. Alors l'équipe Enablement, elle est organisée. On a une personne qui gère tout le pôle. Il y a Oli qui s'occupe de toute la partie UK et Spain. Et ensuite on a 2 personnes en France, Aimance et Pauline. Aimance qui va gérer toute la partie tooling et Pauline qui va gérer toute la partie learning. On travaille main dans la main avec eux quotidiennement pour s'assurer on se veut vraiment école de vente chez Payfit, donc on veut s'assurer qu'il y a le plus haut niveau de transmission d'informations, de méthodes commerciales, d'alignement, etc. C'est une équipe clé pour nous. C'est vrai que je mets un petit peu mon grain de sel, mais j'ai peut-être omis de le dire en introduction parce que nous on se concentre beaucoup sur la France, sur ce podcast, sur comment est-ce que vous adressez vos prospects français, mais Payfit est une boîte qui adresse l'international, surtout l'Europe, et je crois avoir lu d'ailleurs, mais c'était en mai, que vous pourriez remplir, je crois que c'est ça, vous pourriez remplir un Stade de France avec vos clients qui sont en dehors de la France. Une statistique que j'avais lue sur LinkedIn. Donc je la pose là. Je sais que tu peux pas la confirmer, mais je la pose ici comme ça nous donne au moins un petit point de vue sur ce que vous pouvez faire outre Hexagone, même si on va maintenant se concentrer vraiment sur tes missions. Tu l'as dit, Payfit, vous êtes très bien organisé et toi, t'as occupé beaucoup de fonctions commerciales au sein d'organisations commerciales qui sont organisées comme ça, qui sont habituées à segmenter le cycle de vente. Et c'est pratique parce qu'on va pouvoir profiter de tes bonnes pratiques sur un peu chacune de ces étapes, sur ces thèmes bien distincts. Et à commencer par la chasse, autrement dit l'acquisition, l'outbound que tu aimes tant. Vous avez une très bonne équipe de chasseurs qui fait des très bons résultats. On en avait parlé en préparant ce podcast. Et j'ai envie de te demander pourquoi est-ce que cette équipe fait de très bons résultats. D'ailleurs, je crois qu'elle a un surnom. Exactement. Alors, chacune de nos équipes a un manager et un nom. Donc là, c'est l'équipe 2-2 qui a fait un super travail cette année. Je pense que déjà de base, ils sont très bons, mais comme chacun des SDR chez Payfit, je pense qu'il y a une vraie implication de leur part et un vrai collectif. Ça sonne un peu sportif, mais j'y crois sincèrement. Ils ont envie, ils sont soudés. Il y a une vraie implication qui a prouvé qu'on réussissait aussi comme ça, quoi. Est-ce que tu peux caractériser qu'est-ce qui fait d'eux la meilleure équipe en termes de chiffres, grosso modo, si tu peux donner une fourchette? Est-ce qu'ils sont 10% meilleurs que les autres, 20% meilleurs que les autres ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as le droit de le dire? Ouais, ils finissent leur année complète à 105%. Julia qui les manage, elle a fait un travail exceptionnel avec eux aussi. Donc combien ils sont au-dessus des autres, je sais pas te répondre, mais voilà, ils ont overachievé leur target et ils ont surperformé cette année et ça fait plaisir à voir. C'est quoi le background de la manager qui est en place pour cette équipe et de chacun des SDR qui pourrait justifier aussi qu'ils sont d'excellents chasseurs?
Les backgrounds sont variés. Pour la manager, ce qui est marrant, c'est qu'elle a été SDR chez nous. C'est ça que je croyais savoir. Oui. Ouais, elle a été SDR chez nous sur la partie outbound, puis sur la partie inbound. Ensuite, elle est passée Sales Ops. Elle a fait un passage en Sales Ops pour prendre une équipe de SDR par la suite. Donc elle a tout le recul nécessaire sur le pipe de vente, quoi. Exactement. Et exactement comme toi. Il manque peut-être un peu la partie Ops, mais... Et du coup, quelle est alors là, c'est vraiment ma question, enfin pas piège, mais elle est directe. Quelle est selon toi la meilleure manière de lancer un appel à froid, encore plus en 2025 On parle beaucoup de blocktail, de terminer la prospection. On a eu les scandales sur le compte CPF il y a 3 ans, donc évidemment tout ça n'a un peu rien à voir avec ce que vous proposez, mais on sait que les gens peuvent être un peu fatigués d'avoir des appels, des numéros qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui donc, quelle est la meilleure manière de lancer un appel à froid ? Sourire. Demander comment ça va, essayer d'avoir tout de suite des signaux forts ou faibles de est-ce que j'appelle au bon moment, est-ce que j'appelle la bonne personne, est-ce que c'est propice, est-ce que c'est le moment propice d'avoir une conversation. Le sourire s'entend. Le sourire s'entend, évidemment. Je trouve que c'est un truc que je dis sur le podcast également, ouais. Et je vais me forcer à sourire un peu plus alors. Mais c'est souvent des choses qu'on oublie à force de faire le métier. Mais oui, il faut sourire au téléphone, ça s'entend tellement. Et voilà, on est tous un peu concentrés dans nos jobs respectifs, dans le quotidien. Et avoir des gens qui sourient, même au téléphone, ça fait du bien. Ouvrons un peu votre script de vente. Quelles sont selon toi les recommandations pour en développer un qui fait mouche, justement ? J'aime pas ça, les scripts. J'allais te demander si justement vous en aviez un uniformisé, est-ce que chacun l'adapte, est-ce que vous avez des talking points, des points de... Oula, là j'avoue, il faut que je le vulgarise rapidement. Est-ce que vous avez un discours régulier ou commun, tu vois, des choses à évoquer ? Ça, je pourrais en parler pendant des heures, donc n'hésite pas à me couper si ça pose un problème. Moi, ce que j'aime bien, plutôt qu'avoir un script, c'est d'avoir une méthodologie. Comme Médic, par exemple. Voilà, mais vraiment structurel sur le call. Qu'est-ce qu'un call parfait ? On sourit, on demande comment ça va, on ice break, on donne du contexte si on en a. On pose des questions, on s'intéresse, premier degré, à la personne, à l'entreprise. On essaye d'identifier des pains, on les récap, on pitch, on répond aux objections et on propose un créneau démo si ça a du sens. Vous, le R2, c'est démo. Enfin non, même le R1, c'est le rendez-vous numéro 1 pris, c'est la démo directement de PayFit. Oui. Assez agréable. Parce qu'on fait un vrai travail de qualification après la prise de rendez-vous et un vrai travail de qualification, beaucoup de questions qui sont posées. Ça, tu dois connaître aussi par cœur, mais du coup, comme ça me permet de te couper sur tout ce que tu peux étoffer sur le script de vente au passage. Combien de temps dure un appel moyen de prospection, un appel moyen sortant chez vous ? Ça peut varier énormément. Ça peut vraiment changer. Plus de 20 minutes, ça arrive régulièrement, par exemple ? Plus de 20 minutes, s'il y a une belle qualification dans la foulée, oui. Ok, donc on va dire, je vais pas te demander à chaque fois, mais 20% du temps, grosso modo ? Ouais, je dirais ça. Ah ouais, c'est énorme, ok. Donc vous avez quand même vous arrivez à vraiment attacher les prospects que vous pouvez avoir au téléphone. On a beaucoup d'entreprises qu'on peut recevoir, avec qui on parle, pour qui on recrute ou qu'on aide à former leurs commerciaux, qui eux font des appels à froid, qui sont beaucoup plus courts, autour de 2-3 minutes, et t'arrives à poser un rendez-vous parce que c'est du coup beaucoup plus de la vente transactionnelle. C'est ça, et je vois un peu cette guerre du taux de conversion. Exactement. Quand on dit, ok, c'est quoi le taux de conversion de ton appel à froid ? Si c'est juste appeler, dire, voilà, nous on fait ça, je vous propose qu'on s'en reparle, tu peux avoir des taux de conversion qui sont assez conséquents. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de comprendre, commencer à engager le prospect sur la valeur qu'on va lui apporter, ensuite le qualifier. Donc quand on fait la passe à la compte exécutive, il a énormément de contexte, il sait à qui il parle, quels sont les enjeux, comment est structurée l'entreprise. On a une grosse qualification qui est faite, donc notre rendez-vous numéro 2 finalement, c'est la démonstration. Tu trouves que les icebreakers ont changé avec le temps ? Non, c'est vraiment, pour moi, c'est chez PayFit, donc je te disais, tu vois, on a cette structure, on donne quand même à l'onboarding, à l'arrivée des nouveaux collaborateurs, on donne certaines clés. Comment ça va ? Est-ce que vous resituez PayFit pour savoir, oui, ok, je vais dans une certaine direction, non, je vais redonner un peu de contexte. Le fameux art de probabilité. Ouais. Voilà, on donne quand même ces lignes directrices. Moi, ce que je veux, c'est surtout qu'ils restent sur la forme que je t'ai donnée un peu plus tôt. Derrière, chacun doit trouver son style.
J'ai des SDR qui ont leur style à eux. S'ils essayent de faire autre chose, ils n'y arriveront pas, et inversement. D'ailleurs, en parlant du style des gens, toi, tu as recruté beaucoup de commerciaux quand même depuis le début de ta carrière. Tu penses que tu en as recruté combien ? Plus de 80, je pense. Plus de 80. Est-ce que, pour reparler un peu d'évolution, tu penses que le profil type du bon commercial, surtout du chasseur, il a changé un peu ou pas ? J'aime pas l'idée du profil type. J'ai été tellement surpris dans ma carrière de voir des profils très différents réussir. Je me souviens d'une personne qui nous avait rejoint qui était très timide, voix toute posée, très douce, alors que chez les sales on a tendance à faire beaucoup de bruit. On dit la tchatch, tu sais. Voilà, c'est ça. avoir la tchatch. Et là, très douce, très posée, très organisée, qui était capable de faire des miracles au téléphone. C'était assez incroyable. Elle a gardé ce ton très posé, très passif, latent, on appelle. Tout à fait. Donc pas de changement. Et c'est pour ça que je reviens au script. Je suis sûr que si je donne un script à cette personne, elle va pas y arriver de la même façon que le tchatcheur dont tu parlais un peu plus tôt, qui sait aussi très bien faire son métier. Il va plutôt dérouler, occuper l'espace, et elle va être dans, finalement, soulever la curiosité peut-être des gens qu'elle va avoir au téléphone. Exactement. Hyper intéressant. T'as recruté donc beaucoup de chasseurs sur les 80 dont on parlait. Tu penses qu'il y en avait combien qui étaient plutôt des profils de chasseurs ? La plupart de mes recrutements sont sur ce profil-là, dans le sens où on donne beaucoup d'opportunités d'évolution chez Payfit, et nos account exécutifs viennent souvent du job de SDR. Donc quand j'étais sales manager, j'avais beaucoup d'anciens SDR. D'accord. Je sais pas si je peux en parler pendant le podcast, tu vas me le dire, mais je crois que l'une des raisons qui fait qu'on t'a sur cet épisode, c'est que quelqu'un de chez nous t'a appelé et que tu l'avais trouvé bon et que tu t'étais dit c'est peut-être un très bon SDR. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon SDR ou non quand on téléphone et qu'on vient de décrocher l'appel ? Ça ressemble un peu à mes questions précédentes, mais j'avais aussi envie de remercier Fabien avec cette question au passage, parce que c'est grâce à lui que j'étais sur le podcast. C'est vrai, et si on est dans les confidences, j'ai même essayé de le rappeler pour lui proposer un job chez nous dans la foulée. Je le sais. Fabien, il m'a fait une très bonne impression parce qu'il a posé les bonnes questions, il avait la bonne énergie, justement le sourire dont je parlais, très souriant, la bonne énergie. Il a tout de suite essayé de comprendre mes enjeux et essayé de comprendre la perception que j'avais de Up2 justement. Qu'est-ce que j'en sais finalement, et il s'est rendu compte que j'en savais pas la moitié. Et justement il m'a aidé, il m'a accompagné dans ma réflexion autour de ça. Donc c'est surtout ça en fait, un échange agréable et qui est tourné autour de la valeur finalement. Toi t'es appelé souvent, j'imagine ? Oui. Beaucoup, ouais. Donc c'est bien de savoir ce qui peut faire mouche quand on est quand même appelé récurremment. Il y a aussi autre chose que je voulais évoquer avec toi, c'est les questions que tu poses en entretien pour t'assurer qu'un candidat il va être bon en prospection. Chez Up2, c'est une de nos spécialités quand on fait du recrutement pour nos clients, d'avoir une sorte de test de vente que je ne vais évidemment pas dévoiler ici. Mais toi, par contre, tu vas un peu dévoiler tes recettes secrètes. Quelles sont-elles ? Ok. Dans notre processus de recrutement, on commence par un appel de notre équipe Talent Acquisition. C'est un premier appel RH finalement. Ensuite, il y a un des SDR managers de mon équipe qui va faire passer un call de simulation. Et ce call de simulation, on rentre direct dans le jeu. C'est-à-dire qu'on commence la discussion. Donc après le call de la Talent Acquisition, c'est un de mes SDR managers qui prend la prochaine étape. On commence le rendez-vous, donc on a briefé le candidat, mais on commence le rendez-vous directement par un appel, comme si c'était un appel à froid. Avec la proposition de valeur de Payfit ou c'est... Avec la proposition de valeur de Payfit, on a envoyé beaucoup de documents avant, on a donné le contexte, on donne l'exercice. Donc l'entretien commence par un call à froid de Payfit. Une fois qu'on finit, on donne toujours du feedback parce que c'est l'essence de notre entreprise et de nos valeurs. Puis on fait un entretien de motivation de la part avec le SDR manager, et ensuite c'est moi qui les vois pendant une demi-heure. J'avais un exemple que j'ai entendu récemment et je me suis dit, j'ai complètement oublié qui me l'a donné, donc c'était pas sur le podcast, je pense que c'était à travers une conversation, et je sais pas si c'est pas toi qui me l'a donné, donc je vais te le raconter et tu vas me dire. L'exemple est le suivant. Pour vérifier qu'un commercial est bien coachable, parce que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui sait retenir un peu le feedback qu'on lui fait et qui applique ensuite, j'ai entendu dire que c'était une très bonne idée de lui donner un feedback après l'appel
et l'entretien suivant, de faire un test un peu similaire et de voir s'il a appliqué consciemment ou inconsciemment même le feedback que quelqu'un d'autre peut-être même lui avait donné lors de l'entretien précédent. Tu captes On fait ça énormément. Ouais, on fait ça énormément parce que on met l'accent là-dessus. On veut évoluer, on veut grandir, on veut s'améliorer. En tout cas, moi, c'est ce que je veux personnellement et c'est ce que je veux pour mes équipes. C'est essentiel. Et donc, si par exemple un candidat manque de concision, c'est ok, il n'y a pas de problème, ça se travaille. Donc, notre talent acquisition va le dire. On va le mesurer. On va mesurer à quel point c'est encore le cas au rendez-vous d'après. Si c'est toujours le cas au rendez-vous d'après, on va lui redire, on va lui redonner le feedback. Et moi, je vais finir par le voir aussi. Et si on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune amélioration sur les 3 rendez-vous, on a une petite alerte. Bien sûr, sauf si, oui, même s'il est excellent, je comprends. Tout à l'heure, tu nous l'as traduit très vite, la formation des commerciaux quand ils viennent d'arriver, le fameux onboarding, ça je crois que je peux le dire tout le monde là. Un onboarding réussi, c'est quoi selon PayFit ? Notre onboarding, pour moi, c'est essentiel d'avoir un bon onboarding pour l'épanouissement de nos collaborateurs déjà, et puis pour la productivité et l'efficacité opérationnelle. On va pas se le cacher. Quand ils arrivent, le premier mois, il n'y a aucun objectif commercial. Donc, première semaine, c'est une semaine d'onboarding commune à tous les payfitters qui nous rejoignent, donc pour connaître nos différents services, notre culture d'entreprise, etc. Et les 3 semaines qui suivent, c'est vraiment orienté sales avec une semaine de bootcamp, donc vraiment le camp d'entraînement intensif sur une semaine, et 2 semaines pour continuer à monter en compétences sur tous les aspects. Produits, paye, marché et sales pur et dur, parce qu'on recrute des profils qui ont parfois jamais fait de vente de leur vie, donc on leur donne les premiers éléments pour réussir. Est-ce que vous faites des tests au fur et à mesure de l'onboarding un petit peu pour essayer de quantifier leur niveau de succès ? Pour moi, le but, j'ai pas envie qu'il y ait des tests sur ce premier mois pour pas mettre de pression en fait. C'est vraiment le but, c'est d'apprendre, d'emmagasiner, c'est très dense. Ils ont un buddy, donc c'est un SDR senior qui va les accompagner pendant tout ce processus. Et on va juste s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils comprennent tout. Il y a beaucoup de discussions aussi avec leur management. Le management commence vraiment dès le premier mois. Le deuxième mois, ils ont 50% d'un objectif et le troisième mois, 75% d'un objectif. Le but étant de laisser le temps de continuer à monter en compétences et de continuer à se former tout au long de leur onboarding. Après, j'ai envie de dire qu'on s'arrête pas là, puisque toutes les semaines, notre équipe de SDR a ce qu'on appelle le Sales Weekly Training. Donc, toutes les semaines, ils ont un training. Toutes les semaines, ils ont un one-one avec leur manager pour pouvoir continuer à monter en compétences aussi sur des aspects produits, paye, sales en permanence. Est-ce que tu saurais caractériser un peu les objectifs que tu demandes à tes SDR ? Est-ce que tu as le droit de le partager ou de nous donner un peu une idée de ce qui est demandé en termes d'appels convertis, prise de rendez-vous, etc. Donc nos objectifs de call, ils sont à autour de 180 par semaine, comme plancher, on va dire. Et ensuite, ça va varier, le nombre de démos, ça va varier aussi de la saisonnalité. Parce que en fonction du mois, le mois de mai, on peut pas demander autant qu'un mois de novembre, qui est un mois très fort chez nous. Donc on va dire qu'on va être entre 8 et 11 démos par mois par SDR. Encore une fois, c'est des démos très qualifiés pour les accounts exécutifs. Le cycle de vente moyen, il prend combien de temps ? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que sur le deuxième mois, vous demandez que 50% de l'objectif, parce que peut-être que ça prend du temps pour que la graine germe, par exemple ? Est-ce que c'est en lien avec ça ? Bien sûr, un pipe, c'est pour moi essentiel dans la réussite d'un commercial. Ça se construit. On attend aujourd'hui qu'un SDR, il a environ 180 entreprises qu'il est en train de travailler dans son pipe. Notre cycle de vente, il est autour de le count to démo, donc l'entreprise qui va jusqu'à entre le moment où l'entreprise rentre dans le pipe d'un SDR et où elle part en démonstration, est autour de 30 jours en moyenne. Et entre le moment de la démonstration et le closing, il se passe en moyenne 50 jours. Ah oui, effectivement, vous faites bien de mettre 75% de l'objectif pour le troisième mois, du coup. Je le comprends beaucoup mieux. C'est quoi les meilleures heures pour passer des coups de téléphone à froid ? Je vois à ton visage, mais je sais pas si on entend que cette question est dense. Oui, c'est dense et je me dis, est-ce que je veux donner tous les tips ? Évidemment, je suis là pour ça, donc je vais le faire. On a fait des grosses analyses. On a fait des analyses des meilleurs moments pour proposer un créneau de démonstration. On a fait des analyses aussi meilleurs moments pour appeler.
Les heures classiques, 10h midi, 14h, 17h, ça marche très bien. Mais pour faire la différence, on sait que pour avoir un CEO, après 18h, c'est bien. Avant 9h, c'est pas mal. Avant 9h, c'est pas mal aussi. Le créneau 13-14, il est sous-coté. Donc voilà, il faut explorer et exploiter toutes les pistes. Et puis évidemment, ça dépend des interlocuteurs. On sait qu'un restaurant... on oublie le 11h30, 15h, on fait pas ça, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes créneaux que moi j'utilise pour essayer de joindre mes cibles podcast. Donc je suis tout à fait aligné avec toi. Comment pérenniser ces chasseurs ? T'en as un tout petit peu parlé en effleurant le sujet de comment ils peuvent devenir des account managers chez PayFit. Mais j'avais envie de rebondir un petit peu sur cette notion parce que c'est pas évident de garder ces chasseurs. Ils ont un turnover un peu élevé, une lifetime dans les entreprises, une durée de vie, qui peut être limitée parce que ça peut être rébarbatif de faire des calls. Est-ce que d'abord t'es d'accord avec cette notion ? Est-ce que ça peut être rébarbatif de passer des calls chez PayFit ou non ? Est-ce que vous arrivez à le rendre suffisamment diversifié pour que les gens restent dans une fonction de SDR plus de 2 ans ? Et sinon, qu'est-ce que vous proposez comme plan de carrière pour tous vos SDR ? Ouais, bien sûr. Je vais faire une réponse qui va sonner politique, mais à laquelle je crois vraiment. Comment on fait en sorte que les SDR y restent ? Je dirais déjà, l'entreprise, elle fait beaucoup, de par ses valeurs, de par ce qu'on véhicule, etc. Le produit, il fait énormément, puisque le produit qu'on vend, je manque d'objectivité, mais je le trouve super. Ensuite, il y a l'accompagnement, le management, je l'ai dit un peu plus tôt, mais il faut toujours grandir, s'améliorer. Tu l'as même dit au début en disant que toi, si on n'apprend pas dans une expérience, c'est pas intéressant, donc ça fait partie aussi de ça. Ouais. Exactement, donc c'est essayer de proposer au SDR une façon de grandir, et dans le métier de sales, et en tant que professionnel, et cerise sur le gâteau, si on peut en plus grandir en tant qu'humain, c'est encore mieux. Et évidemment derrière, parce que sinon mes SDR ils vont rigoler, il y a le plan de carrière qui compte énormément, et donc on propose un plan de carrière très clair. Aujourd'hui la carrière d'un SDR elle se fait en 4 étapes, donc SDR junior, intermediate, senior et certified. Okay. Et ensuite on leur propose des passerelles pour devenir account exécutif. Et tu passes des caps de variables, j'imagine, différents en fonction du statut de SDR ou pas ? Junior, intermediate que variable, intermediate, senior, variable et fixe, okay. Et senior certified, variable aussi. Super intéressant. C'est quoi la durée moyenne, si tu as le droit de nous le partager, de la durée de vie d'un SDR sur ces 4 étapes ? Est-ce que c'est une étape tous les 6 mois, par exemple ? Une étape tous les 3-4 mois. En fait, ça va super vite. On considère que la durée moyenne, elle est autour de 18 mois. Ok, j'aurais cru 2 ans, tu vois. Pour proposer un passage à un account exécutif, un poste d'account exécutif. Évidemment, ça va beaucoup dépendre des besoins et des qualités, des besoins de job d'account exécutif et des qualités de chacun, évidemment. Mais on propose ce qu'on appelle le fast track, donc le parcours rapide. Quelqu'un qui fait plus de 120% lissé sur les 12 mois depuis son arrivée. S'il y a un poste qui s'ouvre, il a la possibilité de postuler. Magnifique, non seulement c'est intéressant, mais en plus je trouve ça assez enrichissant, ça ouvre un peu mes chakras. Je réserve normalement cette question pour la dernière partie de notre épisode, les questions de fin qui vont un peu plus vite, qu'on va aborder bientôt, mais je crois qu'on a intérêt à creuser celle-là un peu plus que d'habitude, un peu plus qu'à l'accoutumée, parce que vous avez revu en profondeur les outils que vous utilisez, vous avez notamment changé de CRM, vous êtes passé d'HubSpot à Salesforce, et vous développez également des séquences d'engagement, peut-être avec Outreach, je ne sais pas, tu vas nous le dire. Est-ce que tu peux revenir sur ce vaste sujet pour nous qui est la réorganisation d'outillage ? Le fameux tool stack, comme on dit. Absolument. Ouais. Je peux citer des noms, tu leur demanderas de te rémunérer sur le podcast. Comme ça, je vais en cite à l'avance, comme ça tu peux citer des alternatives ou pas. Lemlist, Outreach, Zoom Info et Mojo, Gong, et voilà, à toi. Donc effectivement, on a fait la transition HubSpot, Salesforce, que j'ai eu la chance de vivre, mais il y a de ça quelques années maintenant. Okay. Donc en tant que CRM, on utilise Salesforce. Pour tous les outils d'engagement de séquence, on utilise Outreach. Donc, on prend un prospect, on le met dans une séquence pour le nourrir. Voilà, pour nourrir des mails, des LinkedIn, des appels, pour être le plus pertinent possible et bien cadencer l'approche et essayer de sortir ça de la tête du SDR finalement, de se dire à quel moment je dois le rappeler. Tout ça, on peut l'automatiser, donc on le fait à travers Outreach.
On utilise Mojo pour réécoute, transcript, coaching et mailing depuis peu, pour faire tous les mails follow-up de façon automatisée. On utilise Notion pour toute notre base de données et nos connaissances, 360 Learning pour faire monter en compétences. On utilise maintenant, et j'y tiens particulièrement, c'est un de mes enjeux 2025, on utilise Dust. Ah, je connais pas. Dust, c'est un agrégateur d'intelligence artificielle générative, où tu peux, en gros, entraîner des bots à certaines spécificités. Donc en gros, on peut s'adresser à un bot pour lui demander si j'ai une question très technique sur la paye ou sur une convention collective, je peux lui demander en live sur un call. Ou ça peut être aussi sur de la vente pure et dure. Ah, j'ai une objection qui vient de m'être posée. C'est votre copilot à vous, en fait. Exactement. Okay. Voilà. Mais vous utilisez l'intelligence artificielle de Salesforce aussi ou pas? Il y en a une? Pas du tout. Non? Ok. Pas du tout. Très clair. D'autres outils? Après Dust, Slack. Bien sûr. Évidemment. Notification coupée toute la journée pour toi ou pas? Non. Non, je devrais. Je devrais. Je mets ça. Vous le voyez pas à l'audio, mais le sourire sur la question, je le vois. Tu laisses actif et parfois tu le coupes sur des plages de deep work, par exemple. Parce que j'avais envie de te demander comment est-ce que toi tu gères ta gestion du temps. Ok, je gère avec. Quand j'ai vraiment besoin de me concentrer, méthode Pomodoro. Ok. Et je coupe mes notifications à ce moment-là. Les plages de concentration. Et tu coupes les notifs, très clair. On va y revenir sur ce sujet, l'efficacité, la productivité, parce que on en a parlé en introduction, c'est l'un de tes enjeux 2025 et ça fait partie de mes questions principales, faire en sorte que les commerciaux passent le plus de temps possible avec vos futurs clients. C'est quelque chose que tu évoquais avec Outreach, notamment pour essayer justement de leur enlever cette épine du pied, cette charge mentale énorme pour les commerciaux, de devoir garder le fil avec des clients qu'on a déjà eu, de ne pas les perdre, de conserver le pipe. Grosso modo, à part avec Outreach, est-ce que vous avez d'autres pistes pour faire en sorte que vos commerciaux passent le plus de temps possible avec des leads au lieu d'en chercher notamment? Comment est-ce que vous y prenez? C'est un des gros enjeux 2025, tu l'as dit. Je pense qu'on a couvert un gros pan avec tous les outils qu'on met à disposition pour nos SDR, toujours dans le but de leur enlever des épines du pied. Copilot, ça leur évite de chercher partout. Outreach, ça leur donne une bonne séquence, etc. Mais ça, on l'a déjà couvert. L'autre partie, c'est la collaboration qu'on va avoir avec le marketing. Et ça, vraiment, on a entamé des gros changements pour 2025. On collabore de façon très étroite avec eux. Le but étant de toujours aller amener des leads plus chauds, des leads plus qualifiés. Moi, dans un monde idéal, j'aimerais que mes SDR, ils sachent pourquoi ils appellent chacun des prospects qu'ils appellent. Bien sûr. Et ça, c'est mon premier levier de productivité. Si on sait qu'on appelle tel prospect parce qu'il y a eu tel signal qui nous est envoyé, ou du prospect vers nous, ou du prospect vers, je dis l'univers, mais je pense qu'on comprend en gros. S'il recrute quelqu'un, il n'a pas un signal envers nous, mais il a un signal sur le marché pour lequel on peut lui apporter de la valeur. À ce moment-là, donner cette information au SDR pour qu'il l'appelle, ça rend les choses plus intéressantes pour tout le monde, et pour le prospect, et pour les équipes commerciales. C'est un sujet hyper intéressant, ça, les signaux faibles, les signaux forts, savoir scraper automatiquement, etc. Et c'est un sujet qu'on traitera abondamment dans un prochain épisode d'ailleurs, avec le Head of Growth de Pigment, qui va nous donner un peu plus de feedback sur tout ça. Mais merci d'avoir un petit peu teasé et creusé, parce que c'est vraiment l'un des enjeux, tu l'as dit, de productivité. Je vais maintenant te poser ma dernière question de notre temps 2, où on creuse un peu plus les choses. Les sales sont pas forcément connus initialement pour partager leurs petits secrets. Bon, à part les directeurs commerciaux sur ce podcast, mais les sales, ils sont pas connus donc pour partager leurs secrets, pour dénicher des leads, forcément, leur fameuse base. Parfois, ils se cannibalisent sans même se le dire. Comment est-ce que vous faites en sorte de renforcer la collaboration de vos équipes? Tu parlais notamment du sales meeting tout à l'heure, qui s'appelait pas le sales meeting, mais j'y étais presque. Je vais pas mentir ou inventer des histoires. On a quand même ce problème chez Payfit, comme toute organisation commerciale. On essaye de le gommer justement à travers tout le travail qu'on fait avec le marketing, le but étant de nourrir au plus les SDR pour pas qu'ils aient ce travail de chasse et de cannibalisation et de la cannibalisation qui peut en découler. Toute cette partie marketing. Ensuite, on a des règles très claires dans notre CRM sur à quel moment on a le droit de contacter un compte ou pas, pour laisser tranquille, un peu faire de la jachère de notre CRM, c'est hyper important. Beaucoup de partage des meilleures pratiques dès leur arrivée,
pour être sûr qu'ils sachent comment faire des reports dans Salesforce. Finalement, il n'y a pas trop de surprises. Si je peux essayer de te relancer, y a pas, vous dites pas tiens, il a un secret pour dénicher des leads qu'on n'avait pas. Vous essayez d'avoir mappé la majorité, voire toutes les boîtes que vous pouviez sur le CRM. Vous essayez de pas être trop surpris, ou si vous êtes surpris, comment est-ce que vous faites d'être le moins surpris possible, tu vois? Ouais, alors on a notre CRM qui est déjà bien rempli. Ensuite, on essaye de donner la chasse un peu comme une seconde nature chez nos SDR. Donc, s'ils marchent dans la rue, ils passent devant un bâtiment avec plein de pancartes de boîtes, ils vont prendre une photo pour s'assurer en rentrant du bureau que est-ce que c'est dans notre CRM, est-ce qu'on les a adressés, à qui c'est. Donc c'est vraiment une seconde nature. Évidemment, dès qu'un SDR il passe à eux et qu'il chasse beaucoup moins, voire plus du tout, et que c'était un très très bon chasseur, c'est à ce moment-là qu'on va capitaliser sur leurs connaissances pour qu'ils nous donnent les petits filtres secrets. Est-ce qu'il y a des dernières choses que tu nous avais pas encore dit? Exactement. Et puis vous le transformez en buddy aussi au passage, j'imagine. Exact. Zone 3 un peu de notre podcast, les questions qui vont un peu plus vite maintenant. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'ai eu la chance d'avoir une manager assez exceptionnelle à un moment dans ma carrière, qui s'appelle Elisabeth Moreno, qui a eu beaucoup de jobs dans l'IT, qui a eu un parcours phénoménal et qui a aussi été ministre de l'égalité homme-femme et de l'égalité des chances. Cette personne m'a un jour dit laisse les autres te mettre des barrières, ils sont suffisamment forts pour ça, t'as pas besoin de t'en mettre à toi-même. Ça a résonné énormément pour moi et j'aime beaucoup ce conseil. Aussi simple que ça. On peut pas contrôler ce que font les autres, je comprends assez. Il y a une question que tu poses dans l'entretien et que j'ai décidé de te retourner, mais tu le sais déjà, je te l'ai envoyé pour être sûr quand même d'avoir une réponse quali là-dessus, comme pour d'autres questions. Si tu devais organiser un dîner avec 3 personnalités, passées ou présentes, qui est-ce que tu choisirais? Évidemment, je la pose à tous mes entretiens, donc j'ai ma réponse toute faite. Tu le savais déjà même avant, toi, ce que tu dirais, parce que est-ce que les candidats te retournent la question parfois, par exemple? Ça arrive. Et puis, si je la pose, j'essaie de me la poser à moi-même. Et ta réponse, elle n'a pas changé aussi? Désolé. Si, elle change un peu au fil du temps, mais là, j'ai une bonne base. Je pense que j'ai un bon trio. En premier, je dirais Frédéric Vasseur, qui est le directeur de l'écurie de Formule 1 de Ferrari, qui est un Français, qui a un parcours assez incroyable, qui est un très bon meneur d'équipe, avec des vraies performances, et qui reste, en tout cas, qui renvoie cette image très amicale, très humaine. Et c'est ce que je veux, en fait, finalement, c'est comment on manage en restant très humain. Surtout dans un environnement de high performance que peuvent être les écuries de Formule 1. Exactement. Le deuxième, c'est Mike Horn. Explorateur arctique et tout ça. Exactement. Parce que j'ai envie de comprendre, j'aimerais beaucoup comprendre comment on se dépasse en termes dans le mental. C'est assez incroyable, donc c'est impressionnant. Et le troisième, j'aime beaucoup rigoler. Je pense que j'aurai Alain Chabat à ma table parce que il me fait beaucoup rire. Et j'avoue que tu as eu le temps d'y réfléchir parce que moi ça tombe beaucoup trop. On en avait parlé en préparant ce podcast. Ça tombe beaucoup trop pour le moment dans les acteurs ou les footballeurs qui ont peut-être beaucoup moins de choses à raconter que les gens que tu as cités ou que je pourrais trouver si je prenais le temps d'y réfléchir. Maintenant, pour continuer de parler un petit peu culture, je vais te poser notre dernière question. Les références culturelles, est-ce que tu as des livres ou même des œuvres audiovisuelles à recommander aux directeurs commerciaux qui nous écoutent pour continuer d'étoffer leur culture commerciale, entre autres? Je suis pas très bon là-dessus. Je me suis beaucoup posé la question. Il y a un livre que je conseille et que j'ai conseillé aux nouveaux managers qui rejoignent mon équipe là en 2025. Ça s'appelle Les 90 premiers jours, qui aide beaucoup à la prise de poste quand on change de job ou qu'on prend un poste de management. Et après, je regarde beaucoup d'animés, mais je suis pas sûr que ça aide énormément dans... C'est du développement personnel. Un peu aussi. Du dépassement de soi. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, on parlera animé en off. Merci beaucoup pour toutes tes réponses à nos questions, à la fois sur ton point de vue de la prospection, mais aussi de la réorganisation stratégique, des outils. Tout ça, c'était évidemment hyper enrichissant et important. J'espère que nos auditeurs en auront tiré des bonnes pratiques. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et merci Damien d'être venu sur Vive la Vente. Merci pour ton accueil en tout cas. Je vous dis à dans 2 semaines et vive la vente à tous et à bientôt. Au revoir.